Eh bien, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Je suis déjà venu assez régulièrement à Lyon, notamment pour travailler sur ces thèmes, entre proba et sciences du vivant, avec des collaborateurs dont certains sont ici pour des conférences. Et puis aujourd'hui, donc c'est un public un peu plus large qui est visé, mais l'objectif c'est que j'essaye de vous raconter ce que j'aime dans la vie, enfin un des trucs que j'aime dans la vie, entre les maths que j'aime depuis longtemps et la bio, le vivant que j'ai toujours un peu aimé, mais j'étais pas forcément très bon à l'école, designer des expériences et tout ça, c'était pas trop mon truc, mais j'ai toujours adoré ça et c'est une bonne nouvelle que les deux se réunissent naturellement. En tout cas, l'objectif c'est de vous montrer certains points de rencontre naturels. Et notamment, le focus que j'ai fait dans cet exposé, c'est d'essayer de vous raconter un peu comment ça se passe quand on est matheux et qu'on se retrouve à discuter avec des biologistes et à soulever des problèmes, visiblement, qui nous intéressent tous les deux. Et où les maths, je pense, peuvent amener quelque chose à la compréhension du vivant. Et réciproquement, ce que je trouve super, c'est que moi, j'adore les questions que ça soulève de travailler avec eux, d'un point de vue potentiellement mathématiques pures. Alors, on aime bien, notamment dans notre équipe, commencer par cette citation de Charles Darwin, parce que si un de mes objectifs, c'est de vous montrer ce que les maths peuvent apporter au vivant, il y a un monsieur qui fait quand même relativement autorité en biologie et qui a eu vraiment la bonne idée de d'écrire cette phrase. Donc je vous laisse avec votre anglais pour la décoder. Mais en gros, il dit, les maths, quand même, ça apporte quelque chose. Et ça apporte quelque chose aussi dans des problèmes auxquels il s'est intéressé, de comprendre l'évolution des systèmes vivants. Si vous lisez l'origine des espèces, bon, c'est assez fou de lire ça et de voir à quel point il avait compris un nombre de choses incroyables et comment ce qu'il avait compris était probablement vrai bien au-delà même des espèces et des échelles auxquelles il avait pensé et qu'il avait observé. C'est des choses qu'on retrouve, j'en parlerai un petit peu, à des échelles très différentes, beaucoup plus petites par exemple que celles qu'il avait imaginées en taille. Mais bon, si vous lisez le livre, il y a très peu de représentations, mais finalement le peu qu'il y a est quelque chose d'assez mathématique. Donc, par exemple, cet arbre, a priori, c'est un objet géométrique. Et si vous voulez en parler et le décrire, vous allez vous retrouver à dire qu'il y a des longueurs et des nombres de connexions au niveau des nœuds, et vous allez très vite mathématiser un peu cette figure. Et puis, bon, il y a les mathématiques qu'on voit au premier coup d'œil, celles qui vont être des nombres et des distances peut-être, et puis il y a dans les travaux de Darwin quelque chose qui est des mathématiques qui sont un peu les choses sur lesquelles je travaille, il y a déjà des probabilités. Même sur le dessin, quelque part, je ne sais pas trop à quoi il pensait exactement quand il a fait ça, mais il y a des fois 2 branches, des fois 3 branches, des fois 4 branches au niveau d'une connexion. Il y a quelque chose probablement d'aléatoire dans la façon dont les branches poussent au niveau de ces nœuds. Et puis, si vous lisez ce qu'il introduit, donc il a introduit la théorie de la sélection naturelle, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Je fais un résumé peut-être grossier, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent ça très bien. Les notions de reproduction et de transmission, d'hérédité. Donc reproduction, ça va être assez vite pour un matheux multiplication, x2 si tout le monde fait 2 enfants. De transmission, donc quelque chose a priori qui serait une forme d'égalité, mes enfants sont la même chose que moi. Premier ingrédient, donc reproduction, hérédité, mais tout de suite il introduit le fait que non, justement, tous les enfants ne seront pas une copie du parent, il y a la variabilité. Il n'a pas encore toute la génétique des peuples, les mutations, les recombinaisons dans les chromosomes, etc. Mais il a bien compris qu'il y avait de la variabilité qui arrivait. Les enfants ne seront pas des copies des parents. C'est différent. Et dans cette variabilité, assez vite, on est bien embêté pour décrire cette transmission parent-enfant par des mécanismes déterministes. Je n'ai pas de règles. Alors le pire qui puisse arriver, c'est que si vous me donnez 2 personnes dans la salle, je suis bien incapable de vous prédire la tête des enfants qui feront. Je suis même incapable de vous prédire les chromosomes qu'ils auront, puisque ce qu'on arrive en gros à savoir, c'est que ça va être un mélange aléatoire, c'est-à-dire qu'on va donner, avec une chance sur 2, chaque chromosome d'une paire, et puis c'est tout. Et alors ça, il se trouve que ça marche bien, c'est-à-dire que
cette loi statistique dans la transmission, c'est quelque chose non seulement qu'on comprend relativement bien d'un point de vue biologique, mais que statistiquement on peut observer et valider comme un modèle de description de ce qui se passe au niveau de la transmission à la génération suivante et de cette apparition de la variabilité. Et puis il y a un autre ingrédient, alors qui est un peu plus compliqué probablement, qui est la sélection naturelle. Vous voyez cette reproduction, c'est toutes ces branches qui bifurquent et ces apparitions de nouveaux traits. Il y a cette idée que ces traits ne seront pas tous les mêmes, cette variabilité dans les individus. Et puis il y a une notion qu'il y en a qui vont disparaître. Il y a un tri qui se fait, il y a la sélection naturelle qui opère. Elle est assez complexe parce qu'on sent bien qu'il y a une partie déterministe. Il y a des gens qui vont être moins bien équipés pour la vie, moins bien équipés pour la survie, moins grands, moins forts, on ne sait pas trop quoi. Et puis il y a un aspect aléatoire. Il y a des fois la faute n'a pas de chance. Il y a une histoire que j'aime bien que les gens racontent dans les visites du muséum, qui traduit bien un peu pour moi, je trouve, ces composantes-là. Après, c'est du travail que d'essayer de mettre ça un petit peu en forme, et notamment en formalisation mathématique. Ça se passe à l'histoire des dinosaures, c'est toujours plus sympa quand ça se passe à l'époque des dinosaures. C'est deux petits dinosaures qui jouent, qui chahutent. Au moment où ils s'arrêtent, parce qu'il y a un énorme dinosaure qui arrive, et là, ils se regardent et ils se mettent à détaler. Ils courent. Et puis, le gros dinosaure court a priori un peu plus vite. Le gros dinosaure commence à rattraper les deux petits dinosaures. Le petit dinosaure, il continue à courir quand même. Et à un moment, il y en a un qui regarde l'autre et qui lui dit ça sert à quoi qu'on court comme ça? On n'arrivera jamais à courir plus vite que lui. Et l'autre, il lui répond mais j'essaye pas de courir plus vite que lui. Et effectivement, c'est le genre de choses qu'on va essayer de traduire et d'injecter dans quelque chose qui pourrait être vu pour un physicien comme plein de lois et de mécanismes, mais qui touche le vivant. Et parfois, avec les difficultés que vont poser la modélisation et la simplification, on essaie d'intégrer un peu ces effets-là. Alors souvent, moi j'aime bien, j'ai piqué une image à Thomas Lenormand qui fait de l'écologie à Montpellier. Ça se répertorie souvent bien quand même en trois grandes cases, cet aléa qui va être un peu fondamental dans les systèmes biologiques. Le niveau moléculaire, ce dont on a parlé au niveau de ce qui se passe typiquement au niveau des chromosomes, des allèles, des mutations, des recombinaisons, un choix aléatoire au moment de la transmission vers les enfants. Il y a un niveau individuel, mourir, le moment où on meurt, est-ce qu'on aura des enfants avant, est-ce qu'on en aura 1, 2, 3, 4, etc. Tout ça est plutôt bien décrit par des lois statistiques, mais aussi mourir, naître, mais aussi se faire manger ou échapper à son prédateur. C'est des aspects qui vont être stochastiques à certaines échelles. Je parlerai d'échelles un peu plus tard. Et puis, il y a un niveau qui est plus au niveau de la population. Et donc, typiquement, l'exemple classique, c'est des effets qui pourront être aléatoires, arriver de manière soudaine, ponctuelle, ou plutôt des fluctuations qui auront lieu dans le système. Notamment donc, des effets aléatoires qui toucheront toute la population simultanément, comme c'est le cas, par exemple, de ce qui se passe au niveau des fluctuations et des événements majeurs au niveau de l'environnement. Voilà, alors sur ces problèmes-là, on se pose plein de questions. Je vais commencer à vous raconter certaines des questions qui émergent en recherche et qui posent des questions souvent intéressantes côté maths sur la compréhension du monde qui nous entoure. Je parlerai de certains de ces thèmes-là aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais commencer par un objet qui est assez simple. Parce que je me suis demandé un peu comment, à travers un exemple un peu simple et intéressant d'un point de vue maths, simple d'un point de vue biologie, déjà riche d'un point de vue maths, on pouvait commencer à essayer d'illustrer la phrase de Darwin qui disait que les maths pouvaient peut-être donner un sens en plus sur la compréhension de choses, de fonctionnement dans le vivant. J'ai pris un système qui est assez simple d'un point de vue de la biologie parce que on va prendre des individus, il ne va pas leur arriver grand-chose à part donner naissance à un autre individu ou mourir. C'est-à-dire que soit il y a naissance et chacun va pouvoir le faire à un taux individuel, à une vitesse qui sera la même pour tout le monde et qui sera constante, égale à lambda. Donc chacun à vitesse lambda va pouvoir donner naissance. Alors le moment où ça arrive, c'est aléatoire, ça suit une loi exponentielle, mais ce n'est pas tellement le propos de l'exposé. On pourrait faire des choses plus générales. Ce qui est important, c'est que chacun va avoir la même vitesse pour le faire. C'est le taux de naissance naturel de chaque individu. Ce sera lambda. Et puis il y a des gens qui vont mourir. Et puis il y a des gens qui vont donner naissance, puis certaines branches vont mourir, etc. C'est ce qu'on appelle un processus de naissance et mort. Alors la mort, ça va être un peu plus compliqué.
Chacun pourrait mourir isolément à un taux mu, mais en plus de ça, si on n'avait que ce modèle-là, tout le monde donnerait naissance et mourrait sans se voir, ce serait assez ennuyeux. On va prendre en compte le fait que tous ces individus vivent dans le même espace, qui ne sont pas indifférents les uns aux autres, et qu'en particulier, ils peuvent avoir un problème de place, un problème pour se nourrir, et que ça va induire une compétition naturelle entre eux, qu'on peut voir, c'est une des façons de la voir, comme une mortalité additionnelle pour chaque individu, qui est liée à la présence de beaucoup d'autres individus dans le système, et qui fait que s'il y a beaucoup de monde, trop de monde, ça augmente sa mortalité individuelle, notamment par rapport à la difficulté d'avoir accès aux ressources pour survivre. Donc il me faut une fonction qui est croissante en la population, il faut que ma mortalité individuelle augmente quand il y a beaucoup de monde. La fonction la plus simple croissante que je connaisse, c'est la fonction linéaire. Bon là, on ne va pas se mettre en compétition avec soi-même, donc on se retrouve avec un taux individuel qui est proportionnel à k-1, où k c'est le nombre d'individus dans le système, et donc les autres individus, si je les compte, j'en ai k-1. Donc le nombre d'individus au temps où je regarde mon problème. Voilà, c'est un système de naissance et mort compétitif. Alors pour que le jeu ait un peu d'intérêt, je vais imaginer que hors compétition, j'ai plus de naissances que de morts. Si j'avais aucune compétition entre les individus, si C valait 0, j'aurais un taux de naissance lambda, et je vais supposer que j'aurais plus tendance à donner naissance qu'à mourir, pour que la population ait tendance à se développer quand il n'y a pas grand monde, on a accès aux ressources, on a de la place, tout se passe bien. Ce qui devient intéressant, c'est que si la population a tendance à se développer, quand il n'y a pas grand monde, la population croît. L'effet de la compétition augmente. La mortalité individuelle induite par la compétition augmente. À un moment, la mortalité devient plus importante que la natalité. Et à ce moment-là, la population n'a plus tendance à augmenter. Très bien, on peut se dire qu'on a à peu près compris le système, on le lance ce système stochastique, et puis on prend pas mal de monde dans notre processus. Là, j'en ai pris l'ordre de la centaine. Alors, je l'ai lancé de 50, 100, 200, 250. J'ai mis donc différentes tailles d'individus à l'instant initial, de l'ordre de la centaine, mais j'ai fait bouger ce nombre initial d'individus. Et puis, j'ai regardé une réalisation de mon processus stochastique. Alors, j'en ai mis qu'une parce que les trajectoires ont un peu tendance à se ressembler. Des trucs qui bougent comme ça. Si j'en lance plusieurs du même endroit. Et puis, voilà, si on s'arrête là, on se dit qu'il y a un petit peu quand même une tendance à aller vers un plateau. Et qu'il y a un nombre au milieu qui semble être naturel, d'équilibre entre ces natalités et ces mortalités. Alors, est-ce qu'on peut donner un sens un peu plus précis à cette espèce de tendance en courbe qu'a le système? Oui, avec des maths, on peut être assez précis. Je vais regarder en grand nombre d'individus ce qui se passe. J'ai pris d'ordre de la centaine, ça suffit déjà à voir quelque chose émerger. Moralement, pour un matheux, je vais faire tendre n vers l'infini. Je pars de l'ordre de n individus, c'est-à-dire de l'ordre de x0 fois n individus. Bon, j'ai mis des parties entières parce que c'est toujours mieux d'avoir des individus entiers, donc des bouts d'individus. Et puis, je regarde ce qui se passe. Alors évidemment, si je fais tendre n vers l'infini, il ne faut pas juste que je regarde mon nombre d'individus au temps t, parce qu'à ce moment-là, si je mets de plus en plus de monde dans mon système, ça va exploser. Je vais regarder la densité d'individus, c'est-à-dire je vais renormaliser par cette valeur n, qui me donne l'ordre de grandeur de ma population. Je suis sur des centaines, ou des milliers, ou des millions, suivant les échelles qui m'intéressent, de cellules, individus, ce que vous voulez, virus, ce que vous voulez. Je vais regarder cet objet-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Si vous vous rappelez les taux qu'il y a avant, lui, il est redivisé par n. Ce qui est assez naturel, c'est de regarder la densité d'individus dans ce système. J'ai beaucoup de monde, je regarde en densité combien est-ce que j'ai de... quelle est ma taille de population. Là où je faisais x donne... Là où je faisais k donne k plus 1, je vais faire k donne k plus 1 mais divisé par n, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec
x plus 1 sur n. Ça, je vais le faire à quel taux? Au taux de naissance. Alors mon taux de naissance, c'était lambda fois k. Si je l'écris en fonction de ma densité, c'est lambda fois grand N fois x. Puisque k vaut n fois x. Puis je vais avoir à peu près la même chose pour les morts. Je vais passer maintenant en densité de x à x moins 1 sur n. Et ça, je vais le faire au taux de mort mu k. Que vaut mu k ici? Je remplace. K, ça vaut n fois x. Et j'ai x moins 1 sur n. Alors ça va disparaître, puisque n va tendre vers l'infini, 1 sur n va tendre vers 0. Et si j'essaye de résumer un petit peu mon objet, pour comprendre un petit peu les dessins qui sont là, je vous propose, alors là c'est le charme des maths, c'est qu'il faut voir cet objet à travers l'opérateur linéaire qui l'engendre, qui correspondra au processus, au générateur. J'introduis une application linéaire qui prend une fonction f et qui lui renvoie quoi? Eh bien, je vais passer au taux lambda k de f de x plus 1 sur k à f de x. Et puis, je vais passer au taux mu k de f de x à de x à x moins 1 sur k. Alors, vous voyez, j'ai codé la même information de processus que j'avais avant. Le passage d'un état à l'autre, c'est les mêmes, à des vitesses qui dépendent des positions, enfin de l'état du système. Et j'ai remplacé mon truc stochastique par un opérateur linéaire. Il se trouve que quand je rends n grand, j'ai mis des n, il faut que je choisisse. J'ai mis des n partout, excusez-moi. Quand je rends n grand, j'ai des maths naturelles qui arrivent ici. C'est une dérivée ou un développement limité. Donc, si j'ai bien compris, c'est des choses que pas mal d'entre vous ont commencé à voir arriver. Donc si je redivise par 1 sur n, je vois une notion de dérivée apparaître. Sinon, j'ai envie de faire un développement limité ici pour comprendre un peu ce qui se passe. Et qu'est-ce que j'obtiens au premier ordre de mon développement limité? J'obtiens quelque chose comme ça. Alors ce soir, on a le droit, même si c'est filmé, de faire des développements limités exacts. Et j'obtiens quoi? J'obtiens quelque chose comme ça. Et c'est plutôt sympathique parce que lambda k faisait sortir un 1 sur n, enfin faisait sortir un facteur n qui va être compensé par le 1 sur n. Et donc quand n va devenir grand, il y a quelque chose d'assez naturel qui va émerger. Je vais finalement avoir juste lambda fois x. Puis si je fais la même chose de l'autre côté, je vais avoir un facteur x, facteur de mu plus cx. Alors j'ai mis x. C'est-à-dire que je vois comme objet limite, pour cet opérateur linéaire, un opérateur différentiel qui prend une fonction et qui lui renvoie quoi? Sa dérivée fois quelque chose qui est x facteur de lambda moins mu moins cx. Très bien. Bah, il se trouve qu'il n'y a pas de miracle. La courbe qui se dessine derrière ma fluctuation stochastique, enfin si, il y a un miracle en fait. C'est relativement beau, je pense. En tout cas, moi, quand j'ai découvert ça, quand j'ai vu ça, quand on m'a appris ça en Master 2, j'ai trouvé que c'était beau. La courbe qui se dessine derrière mes simulations, c'est la courbe qui est donnée par l'équation différentielle suivante qui vérifie ce problème-là. C'est-à-dire y', c'est y fois y, donc lambda moins mu moins cy. Alors, je ne dis pas que la correspondance entre tout ce que je fais est évidente, je laisse plutôt ça à votre sagacité. Les maths, il y a un passage à la limite naturelle sur un objet qui représente mon processus de départ. Il fait apparaître x lambda moins mu moins cx. Eh bien, il se trouve que l'objet qui fait apparaître, c'est exactement la courbe qui se dessine derrière ma simulation. Donc déjà, on peut dire, si la personne simule ça d'un point de vue biologique, peut-être qu'elle avait deviné, en calculant des moyennes, des choses comme ça, ce qui se passait. On a un cas de mathématiques pour lui expliquer un peu systématiquement dans ces modèles-là qu'il y a quelque chose qui va un petit peu se dessiner comme tendance, dépendant de la position initiale. La position initiale va affecter la solution
de mon équation différentielle. Toujours un peu quelque chose qui va se dessiner que je peux prévoir. Deuxièmement, les maths vont au-delà. Les maths me permettent aussi de décrire précisément comment ça bouge autour. Oui, oui, ça bouge autour, mais alors mon problème, c'est que des fois, si je ne prends pas K assez grand, ça bouge quand même beaucoup. Mais on peut quantifier ce qui se passe. Mieux que ça, l'ordinateur, à un moment ou à un autre, il s'arrête. Avec les maths, je peux vous dire ce qui va se passer. Et là, le biologiste, il n'a pas vu venir. Le nombre de fois où il y a des gens, pas forcément d'avoir un problème de biologiste. Je suis désolé de taper sur les biologistes, mais comme j'essaie de vendre les maths, il faut bien qu'on leur apporte quelque chose. Je reprends, pas forcément besoin d'être biologiste, simplement vous avez simulé ces objets-là, vous avez vu ce dessin-là, et vous vous dites, ok, ma population tend à stagner. Les maths vous disent, continue le film. Oui, bah, ça continue pendant longtemps. Continue encore le film. Oui, bah, ça continue à fluctuer pendant longtemps. Continue encore le film. Bon là, l'avantage, c'est qu'en maths, on peut aller vite. À un moment, ça touche 0. Tout ça, on sait en maths pourquoi. On sait à quel point c'est général. On sait même quand ça a lieu. Je peux même lui dire combien de temps il faut qu'il attende. Enfin, c'est pas moi. Hein. C'est ce qu'on appelle les théories de Freinet-Wenzel. C'est un temps exponentiel en K. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il a mis du temps. Et on peut lui dire... Alors, je ne vais pas rentrer dans quelle est la fonction qui quantifie le temps exponentiel qu'il doit attendre, mais on peut lui dire quel est même le facteur, le taux au niveau exponentiel. Alors tout ça, ça correspond un peu à des maths qu'on sent déjà dans la vie réelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai quelque chose de déterministe à prédire à mon collaborateur biologiste préféré? Ben parce que certes, dans le système qu'on a regardé, des fois on meurt, des fois on donne naissance, mais je suis bien incapable de prédire qu'est-ce qui va arriver à celui-là, qu'est-ce qui va arriver à celui-là. C'est une loi de probabilité qui le dit, donc il y a différentes issues. Mais ils sont beaucoup de gens à se jouer à ce jeu de la vie, et il y a des choses déterministes qui émergent. C'est exactement ce qui se passerait si je demandais au premier individu ici de tirer à pile ou face. Je ne saurais pas prédire non plus, c'est aussi compliqué que la reproduction sexuée, je ne saurais pas prédire non plus le résultat du pile ou face. Je peux juste dire, loi statistique, il tirera une fois sur deux piles, une fois sur deux faces. Par contre, si vous tirez tous à pile ou face, qu'on regarde la proportion de piles dans la salle, je sais dire, ça devient déterministe, que ça va être proche de 1,5. En plus, si je dis proche, je ne m'engage pas trop. Ça va être autour de 1,5. Ça devient déterministe. Ben, quand on met de l'ordre de centaines d'individus, le destin individuel m'échappe, mais le comportement macroscopique, le fait que globalement, il va émerger quelque chose de l'ordre de 1,5 à chaque instant, ça, je l'ai. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'on joue tout le temps à la loi des grands nombres. C'est qu'il y a tout le temps beaucoup de monde qui tout le temps fait un effet moyen. Mais évidemment, je n'aurai pas 1,5 parfaitement si je vous fais tirer à pile ou face et que je regarde les fréquences. Ce sera autour de 1,5. La fluctuation typique est prédite par le théorème central limite. Ce sera 1 sur racine du nombre d'individus qui vont tirer à pile ou face. Ça, c'est déterministe, l'ordre de grandeur. Ce que je ne sais pas prédire, c'est le facteur qui est devant ça, qui est donné par une distribution gaussienne. Je n'ai pas accès, je sais juste que si je le fais plein de fois, je vais avoir une belle gaussienne à arriver. Donc je sais que ça va bouger aléatoirement, suivant une loi gaussienne, avec un facteur 1 sur le racine du nombre d'individus. Et bien, sans surprise, je peux déjà prédire à la personne qui a simulé cet objet, qui va voir bouger son processus autour, c'est un théorème central limite fonctionnel, avec un ordre de grandeur de 1 sur racine de k. Oui, ce sera petit si k est grand. Et bah, je suis désolé, par contre, je ne peux pas te dire ce que c'est le facteur qui remplace 1. Par contre, je peux dire que c'est aléatoire et je peux dire que c'est distribué suivant une loi gaussienne. Temps dépendante, etc. Et puis, surtout, j'ai pu lui dire un truc qu'il n'arrivait pas à tracer. Ça, c'est assez chouette quand on fait des choses comme ça. Je donnerai un exemple plus lié à un modèle biologique après. Je lui dis que s'il poussait, il éteindrait. Bah oui, je sais que si vous aviez le temps ce soir, ça tombe bien si vous l'avez, on jouerait à pile ou face, une éternité. Et à un moment, tout le monde tirerait pile. Ça va prendre du temps, hein. J'espère que vous n'avez pas de trucs prévus dans les jours qui viennent. Si on le fait, à un moment, tout le monde tire pile. Et là, il s'est passé un truc un peu bizarre. Ben, pour notre population, si à un moment, tout le monde décide de mourir avant de faire des bébés, c'est terminé. Donc oui, ça va prendre du temps. Mais oui, ça finira par arriver en un temps qu'on sait quantifier. Voilà. Alors, parmi les problèmes, moi, qui ont été un coup de cœur, bon, vous inquiétez pas sur le nombre de slides, je ne raconterai pas tout, hein, j'ai mis des trucs dont certains j'en parlerai, certains autres non. En plus, ça tombe bien, vous ne voyez pas le nombre de slides. Donc, inquiétez-vous du nombre de slides.
moi, je pense un des coups de cœur que j'ai eu, c'est qu'un jour, on m'a présenté un modèle qui était a priori encore plus simple d'un point de vue dynamique des populations. Et puis je me suis dit quand même, ça c'est un truc un peu évident, je vais le démontrer à la main. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de maths pour le faire. C'est un problème qui est apparu quand on a cherché à prédire l'extinction des grands noms. Donc je vais vite là. Mais en gros, à un moment, les gens se sont dit, bon, il y a des noms dont c'est pas grave qu'on les perde, parce que ça représente des gens, je sais pas moi, qui n'ont pas assez de revenus dans la société ou des choses comme ça, des noms de famille de gens pas assez importants. Par contre, il y a des noms de lord anglais. C'est toujours dangereux quand c'est filmé et que c'est pris au premier degré, mais... donc il y a des noms de lord anglais, et quand même, ce serait dommage que des noms de grands lords anglais disparaissent à un moment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que les noms vont être préservés? Avec quel risque est-ce qu'ils disparaissent, etc., etc. Donc ils ont pris un modèle qui est a priori le plus simple du monde. Si vous voulez, si vous vous intéressez à la transmission des noms, vous n'avez pas besoin de considérer mâles et femelles, puisqu'a priori seuls les mâles vont compter. Donc les biologistes vous apprennent que c'est plutôt l'inverse, seules les femelles comptent, mais a priori pour le problème des noms de famille c'est l'inverse. Donc vous allez avoir un individu, et si vous prenez peut-être le truc le plus simple à faire, un individu remplacé par un nombre aléatoire à chaque fois, et puis je recommence. Des fois 3, des fois 2, des fois 1 et des fois 0. C'est ce qui fait qu'il a risque de s'éteindre son nom. Donc il y a une seule variable dans le problème, c'est la variable aléatoire me décrivant le nombre d'individus qui remplacent l'individu par an. Que se passe-t-il? On peut simuler. Et puis on regarde ce qui se passe. Et puis il y a une quantité qui arrive assez vite quand même. C'est le nombre moyen d'individus. Si vous avez tendance à être remplacé par plus que 1 en moyenne, vous sentez qu'en moyenne votre population se développe. Alors, j'écris déjà quelque chose de faux parce que même si votre moyenne est strictement plus grande que 1, si vous avez une probabilité positive d'avoir 0 enfant, par exemple, l'individu initial, il pourrait s'éteindre sans descendance, provoquant l'extinction. Bon, enfin bon, on va dire qu'en un certain sens, cette phrase est vraie. Si c'est plus petit que 1, ça paraît mal parti. En moyenne, à chaque fois, vous faites moins que ce que vous aviez avant. Et puis, si c'est égal à 1, je vais encore faire un truc faux, parce que ce qui est tentant, c'est de dire que c'est stable. Puis même mieux que ça, vous pouvez faire une démonstration du fait que c'est stable. Vous pouvez par exemple calculer le nombre moyen d'individus au bout de n étapes. Ça c'est facile par induction, par récurrence. Donc Zn c'est le nombre d'individus au bout de n étapes. Il y a une récurrence assez facile qui va vous dire que l'espérance de Zn plus 1 c'est m fois l'espérance de Zn, et donc vous avez une suite géométrique. Et donc si tous les coups sont permis, je pars de 1 pour simplifier. C'est quoi M? C'est quoi? M. C'est la moyenne. Ah merci. Donc je prends un nombre moyen là qui vaut 1. Merci d'avoir posé la question. Je prends un nombre moyen, merci, d'enfants qui vaut 1. Je me retrouve avec une suite géométrique. Dans le cas où ça vaut 1, l'espérance est constante. Il y a effectivement quelque chose de très stable dans ce modèle. Ah puis là, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas fait assez de maths dans la vie, personne n'est parfait, il va se dire, quand même, votre système il est stable en moyenne, j'ai même une preuve que la population peut survivre avec probabilité positive. Si la population, raisonnement par l'absurde, si la population s'éteignait, presque sûrement, c'est des nombres entiers, à un moment, ça vaudrait 0. Jusque-là, tout va bien. Je serai absorbé en 0. Donc, mon espérance tendrait vers 0. Et malheureux, il n'a pas entendu parler de convergence dominée, il est en train d'avoir une conclusion qui est fausse. Il est en train de rejeter qu'il y a extinction presque sûre, alors que c'est effectivement ce qu'il y a dès que la loi n'est pas dégénérée, que vous n'avez pas un système conservé exactement égal à 1. Donc dès que c'est vraiment aléatoire dans la vie, je ne connais pas de système qui font 1 à tous les coups, dès que vous avez de la variance, c'est pas vrai que c'est stable, il y a extinction à tous les coups. Mais là, il a fallu faire des maths, je ne sais pas s'il y en a il y en a forcément ici qui ont vu le théorème de convergence dominée, mais je ne sais pas si tous les jeunes l'ont croisé. C'est un truc que vous pouvez vous dire, enfin moi quand je l'ai vu, je me suis dit, bon ok, il faut faire attention dans la vie, on ne peut pas toujours appliquer les convergences qu'on veut, on ne peut pas tout passer à l'espérance. Il se trouve que dans des problèmes relativement simples, on croise le souci concrètement. Effectivement, on ne peut pas.
Alors, moi, un objet sur lequel j'ai passé du temps en recherche, c'est à peu près Galton-Watson, sauf qu'on bouge la météo. C'est-à-dire que les plantes ne vivent pas dans un environnement qui est fixé en temps, mais des fois il fait beau, des fois il fait mauvais, et mine de rien, ça affecte leur mortalité, leur fécondité, la probabilité que les plants poussent et donnent à nouveau d'autres graines, etc., etc. Donc l'environnement a un impact sur la reproduction des individus. Ce qui fait que le genre de modèle que j'ai regardé, c'est un modèle où à chaque fois il y a un environnement qui arrive et il va bouger stochastiquement et il impacte la reproduction de chaque individu. Donc ça fait ce genre de choses. Alors vous allez le voir réapparaître parce que assez bizarrement je ne me suis pas intéressé à cet objet parce que j'en avais besoin pour des plantes qui bougeaient dans des environnements qui changeaient. Il se trouve que ça correspondait à une branche de l'écologie naturelle, enfin une branche, un thème intéressant en écologie qui est le mélange de la stochastique qu'on appelle démographique, qui est celle qui vient de ça. Le fait que les gens ne vont pas tous faire la même chose en termes de nombre d'enfants, ça c'est l'aspect démographique. Donc il y a de l'aléa au niveau démographique. Maintenant on rajoute un aléa qui est au niveau environnemental. Il est commun à tout le monde. Et il ne joue pas de la même façon. Le mélange de ces deux stochasticités-là, c'est des questions qui intéressent les gens en écologie. En gros, vous voyez un truc pas normal, quelque part dans votre jardin. Vous vous dites soit j'ai une démographie anormale, mes plantes étaient spécialement motivées, ou ils ont eu de la chance, soit j'ai bénéficié d'un environnement spécialement favorable. Les deux vont naturellement se mélanger pour expliquer des choses, par exemple, atypiques. Alors, c'est pas pour ça que j'en ai eu besoin, et là, maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui était un peu à la base l'objectif de l'exposé. Merci. De 3 expériences de discussion avec des biologistes qui m'ont poussé sur des maths intéressantes, donc notamment sur ces fleurs qui évoluent dans des environnements qui bougent. La première fois, la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de ça, c'est que c'est 3 interactions qui sont assez différentes où les apports ne sont pas les mêmes et les questions ne sont pas les mêmes, ne sont pas de la même nature. La première fois, en gros, la question qui venait de la biologie, c'était est-ce que tu sais me prédire le résultat d'un match qui oppose 2 adversaires, un pathogène et la cellule dans laquelle il vit? Pourquoi il y a un match? Ben parce que le pathogène il tente à se développer. Ok, c'est son atout. La cellule, quand elle se divise, elle régule le nombre de pathogènes, puisqu'elle partage en gros en deux le problème dans les 2 cellules filles. Et donc, si la cellule se divise assez vite, on sent qu'elle va réguler l'infection. A l'inverse, si le pathogène est trop puissant, il pousse trop vite à l'intérieur des cellules et il va complètement infecter et nuire à chaque cellule. Donc, il y avait un match pas clair, et justement, il n'était pas clair d'un point de vue de la bio. Et je vais vous montrer un peu un graphique à un moment. Non seulement il y avait des heuristiques qui ne tenaient pas trop, parce que notamment il y avait ce genre de problème en bien pire. Il y a plein de problèmes de convergence dominée dans ce problème, sur des problèmes où on ne les imagine a priori pas forcément. Mais en plus, il y a des zones que les ordinateurs ne vont pas naturellement voir, où il se passe quelque chose de vraiment intéressant et que les maths font ressortir. Autrement dit, en allant à la pêche, on ne voit pas grand-chose si on y va au hasard des paramètres, au hasard des simulations. Les maths font ressortir des barrières qu'ensuite on peut aller voir. D'un point de vue expérimental, je pense que c'est encore un peu délicat, même si ce serait intéressant. Et puis je ne prétends pas que le modèle est très précis par rapport à la réalité, mais d'un point de vue des modèles qui simulent, là pour le coup, on peut aller voir là où il se passe quelque chose. Le deuxième coup, c'est assez différent. Il y a un problème, c'est un problème de technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine technologie pour compter des cellules, qui est liée à la microfluidie, et on a une certaine information, à quel point il y a de la fluorescence dans des gouttes contenant des cellules. Et on aimerait en tirer une autre information. Comment, à quelle vitesse les cellules se divisent et quelle est leur variabilité, quelle est notamment la variabilité de leur temps de division, la variance qu'il y a au niveau du temps de division. Donc on a un problème d'information connue, on aimerait remonter à une information qui est derrière, hein, c'est un problème de type problème inverse. Et peut-être que cette question est périmée dans 15 ans parce que les biologistes ont trouvé une autre façon de mesurer les temps de division, etc. de façon rapide. Là, il se trouve que c'est très cher de prendre des films et d'isoler les cellules, etc. mais qu'on aimerait bien voir comment les cellules sont impactées, par exemple, par un médicament, par plein de choses comme ça. Donc on a une question de maths qui arrive. Je te donne ça, est-ce que tu sais me trouver ça? Et puis la troisième, c'est des médecins qui sont venus frapper à notre porte, sont en particulier venus discuter avec Sylvie Méléard qui est à l'IX, et puis il y a eu un projet qui a débuté suite à ces échanges-là,
où là, ils avaient à nouveau des questions. Pourquoi est-ce que tel cancer apparaît centré sur tel âge? Quels sont les mécanismes qui expliquent qu'on a une rechute qui a lieu plutôt juste après le traitement ou pas du tout? On sait plein de choses sur notre maladie, mais il y a visiblement, d'un point de vue mécanique, des choses qu'on ne comprend pas. Et à travers les simulations, ce n'est pas clair non plus de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, alors la première question, leur problème, c'était ce match au niveau de la division cellulaire. Alors, vous avez des divisions cellulaires qui sont très symétriques, comme pour la bactérie qui est à gauche, parce qu'en gros, elle va se diviser au milieu. Expérience relativement surprenante qu'ils ont faite à l'hôpital Tamara, c'est qu'au niveau du bactériophage, et en fait au niveau de pas mal de caractéristiques de la cellule, il peut y avoir quelque chose de très asymétrique au moment de la division, dans la répartition, par exemple, donc du pathogène, bien que la division de la cellule soit, elle, symétrique. Alors, on peut imaginer qu'il y a des agglutinements et des choses comme ça qui font que, effectivement, quand ça va se diviser, ça va être profondément asymétrique, même si la cellule se divise au milieu. Alors pour la levure, là c'est intrinsèquement asymétrique. La levure, ce n'est pas une division au milieu, c'est une cellule où il y a un petit bourgeon qui pousse, et donc assez naturellement, s'il y a un pathogène à l'intérieur, il est possible que le petit bourgeon n'en hérite pas ou très peu. Bref, c'est un mécanisme qui est très asymétrique. Et la question, c'était de comprendre est-ce qu'il y avait un avantage à la cellule à encourager la symétrie dans la division. Le premier raisonnement qu'ils avaient, et qui était plus que de bon sens, a priori oui. Imaginons que la cellule ait une petite pelle, qu'elle puisse mettre tous les bactériophages d'un côté au moment de la division. Ça a l'air d'être hyper intéressant pour l'organisme, puisqu'on a une cellule infectée et puis une cellule vierge, et puis si elle est capable de faire ça à chaque étape, on se retrouve avec tout le problème réuni au même endroit, et tous les autres sont tranquilles. Donc probablement que c'est intéressant. En tout cas, il y a peut-être une cellule condamnée, mais il y a énormément de cellules saines. C'est pas clair, en fait, si vous réfléchissez au problème en général, et surtout, ce qui n'était pas clair, c'est à partir de quel moment est-ce que ça devient vraiment intéressant, à partir de quel niveau d'asymétrie la cellule gagne vraiment quelque chose. En tout cas, nous, ça nous a posé un certain nombre de problèmes. On a pris un modèle assez simple pour essayer de rendre compte un peu de ce match. Voilà, le parasite pousse à l'intérieur, la cellule se divise. Le match, c'est eux l'un contre l'autre, mais il y a un élément assez délicat dans l'histoire, c'est la répartition qui vient changer un peu la donne au moment de ce match. Qu'est-ce que ça donne au final? Est-ce que le parasite prend le dessus et est présent dans plein de cellules ou pas? C'est la question qu'on s'est posée. On a pris ce qu'il y avait de plus simple au niveau de la dynamique du parasite ou du pathogène. On a pris un processus de Galton-Watson, comme tout à l'heure. C'est les grands noms, les parasites, là, qui sont dans les cellules. Ils se reproduisent indépendamment, sans aucune forme de contrainte, etc. Et puis, au moment de la division, il y en a une partie qui va de l'un côté, une partie qui va de l'autre. La façon la plus simple qu'on a décidé de prendre, c'est un choix, il y a pas mal de choix comme ça en modélisation. On s'est dit, on va faire une répartition binomiale, a priori le plus simple. Mais on ne va pas faire un demi-un-demi, on ne va pas tirer à pile ou face, parce que l'idée c'est qu'on puisse encourager la symétrie. On va prendre un paramètre pour traduire cette asymétrie. C'est en gros la probabilité P d'envoyer la cellule d'un côté, et avec un moins P, elle ira de l'autre. C'est a priori le modèle un des modèles en tout cas les plus simples qu'on avait envie de suggérer pour étudier ce match. Autrement dit, on peut le simuler. Je pars d'un parasite dans une cellule. Il se reproduit comme le processus de Galton-Watson, comme les grands noms. Puis les grands noms, avec probabilité P, on décide de les envoyer dans la première cellule fille, et les autres vont dans la deuxième. Et on recommence. Ils se reproduisent, la cellule se divise, on choisit alors avec probabilité P de les mettre d'un côté ou de l'autre. Le nombre moyen d'enfants des grands noms correspond à la virulence du parasite, à quel point est-ce qu'il se développe en moyenne. La probabilité P correspond à la symétrie, et là on a calibré, on a fixé la division, mais évidemment c'est réglable avec les autres paramètres. Et voilà ce qu'on peut tracer aux biologistes, c'est qu'il y a ces zones-là au niveau du match. Alors là, ce que j'ai tracé en bas, c'est le nombre moyen qui est envoyé M0, qui est envoyé dans la première cellule fille. Ça correspond à M fois P, et puis de l'autre côté, c'est le reste, c'est M fois 1 moins P. Et c'est ça, naturellement, le résultat du match. En gros, le domaine D5,
on pouvait l'imaginer avant, même si c'est pas tout à fait... Enfin, ça prendrait un peu de temps de vous expliquer pourquoi. D5, plein de cellules infectées. La plupart des cellules sont infectées. Alors, le résultat mathématique qu'on montre en fait en toute généralité, c'est que la proportion de cellules infectées au cours du temps tend vers une proportion strictement positive. Donc, il y a une proportion positive de la cellule de l'organisme qui est infectée. Forcément, si à un moment il y a un zéro qui apparaît, il y a une cellule saine qui apparaît, il n'y a pas de mécanisme de contamination, elle va fabriquer que des cellules saines. Mais par contre, le pathogène est présent dans une proportion positive de l'organisme. Ça se raconte assez bien. On peut faire l'heuristique assez vite. C'est lié, donc la courbe qui est là-haut, c'est M0 fois M1 égale 1. Ce qui est beaucoup plus délicat, et en fait, même avec plusieurs heures, je ne pourrais pas faire d'heuristique. Je ne sais pas faire toujours d'heuristique, je peux vous faire des démonstrations de maths pendant un certain temps. C'est qu'il y a une autre zone qui est vraiment intéressante, c'est entre D3 et D4. Il y a beaucoup plus de cellules infectées en D3 qu'en D4. Donc là, on voit bien l'intérêt de la symétrie. Si on pousse la symétrie jusqu'à D4, on régule violemment au niveau de cette courbe-là l'infection. Et ça, c'est une barrière anthropique. Bon, il y a un lien avec des quantités qu'on connaît, avec des quantités physiques qui font sens. Mais je suis quand même embêté pour Enfin, je ne sais pas donner de bonnes heuristiques. D'ailleurs, ça m'intéresse si quelqu'un en connaît une. En dehors de me lancer dans des heures de maths. Ce que je ne vais pas faire maintenant. Juste pour raconter un peu ce qui se passe. En gros, dès que vous franchissez la barrière entre D3 et D4, il y a des effets d'agglutinement qui vont se mettre en place. Il y a suffisamment d'asymétrie dans le système pour que des cellules se chargent massivement et évacuent une grosse partie du problème. Donc en gros, vous avez vraiment brutalement un changement du nombre de cellules infectées au niveau du comportement, juste en déplaçant la symétrie à ce niveau-là. Ça, si vous ne dites pas à quelqu'un d'aller chercher là-bas, je ne suis pas sûr qu'avec des simulations, même en faisant bosser longtemps un étudiant motivé, il y arrive. Par contre, les maths vous disent assez vite que ça se passe comme ça et comme ça dans plein de systèmes du même type. Donc, deuxième type de question, rien à voir. Donc là, avant, c'était un peu essayer de me raconter un peu le match qu'il peut y avoir et l'intérêt qu'il peut y avoir à la symétrie. Bon, on peut donner un éclairage avec un modèle sur cette question. Là, la question, elle est plus concrète. En gros, ils font des expériences donc, de microfluidies. C'est une technique qui se développe, de ce que j'ai compris, pas mal en ce moment. M'en demandez pas trop quand même. Allez poser des questions. Donc, c'est une collaboration avec l'équipe de Charles Baroud à l'Institut Pasteur. Mais en gros, ils mettent des gouttes avec des cellules. Ils les marquent par fluorescence. Ils en mettent plein. Ils mettent de la nourriture pour ces cellules. Ils en mettent quelques cellules dans chaque goutte. Puis ils les laissent se développer. Et puis ils ont des microscopes qui passent pour compter le niveau de fluorescence. Donc qu'est-ce qu'ils nous donnent comme type d'information? Ils nous donnent plein de courbes. On a des microscopes qui ont compté plein d'évolutions de taille de population dans une goutte au cours du temps. Et on a plein de trucs comme ça. On mesure au cours du temps le niveau de fluorescence dans plein de gouttes. Ça, c'est la technologie qu'on développe et qu'on maîtrise. Le problème, c'est que ce qu'on aimerait, c'est comprendre, notamment, combien de temps la cellule met à se diviser. Donc une cellule va se diviser au bout d'un certain temps. C'est un temps qui est aléatoire, et ce qui les intéresse en particulier, c'est cette variabilité-là, qui n'est pas négligeable. Donc il y a un certain temps moyen, qui est une espérance. Ça, ils y ont assez vite, parce que si vous vous rappelez les modèles type Galton-Watson et tout ça, c'est des croissances géométriques. Ils les récupèrent, ils passent à l'échelle log, ils voient une droite, ils trouvent le coefficient directeur de la droite, et pof, la moyenne, ils la récupèrent. Par contre, ce qu'ils aimeraient récupérer et qui est plus difficile, enfin a priori d'un point de vue du problème, c'est la variance. Et là, ça nous demande du boulot. Donc c'est un problème de type problème inverse. Imaginez un peu, je prends un truc le jeu suivant, je vous donne x et la transformation x2 plus 1. Si je vous dis à gauche, je vous mets 3, instantanément, vous me répondez ce qu'il y a à droite. Ouais. Attends, si je vous demande, je vous mets 3, vous allez réfléchir un petit peu, mais vous savez comment il faut faire. Enfin, j'espère. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. x2 plus 1 égale 3, vous allez savoir le résoudre, vous avez une méthode pour résoudre le problème inverse. D'ailleurs, vous n'avez pas forcément unicité. Bah, c'est un peu des problèmes comme ça qu'on a. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire, ce qu'ils savent faire assez facilement, enfin ce qu'on sait faire de façon un peu mécanique, c'est de prendre
une variable aléatoire donnée, de générer des courbes et d'essayer d'avoir le truc qui ressemble le plus à la réalité. C'est-à-dire, en gros, je ne connais pas la méthode de résolution de x2 plus 1, de x2 plus 1 égale quelque chose. Bah, qu'est-ce que je fais? J'essaye un nombre, 1, 2, 3, 4, puis après j'essaye plus fin, 1,5, et puis à un moment je tombe pas très loin, puis je me rapproche, etc. Donc ils font tourner des algos comme ça. Là, ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui vous donne la sortie et nous renvoie le problème d'entrée. Alors on est entre les deux en fait. C'est-à-dire que finalement on prend plutôt la technique que je vous dis d'aller à la pêche. On essaye plein de lois. Le problème, c'est que ça bouge très peu éventuellement les courbes en fonction du paramètre de variance. Donc il faut aller non pas juste compter les individus, mais compter des informations sur les trajectoires qui sont le plus sensibles possible aux paramètres de variance. En gros, si vous me donnez à gauche 3 solutions que j'ai toujours la même chose à droite, je ne vais pas savoir le truc auquel vous pensiez. Et là, le problème, c'est un peu ce qui se passe, mais les probas arrivent et donnent une vision naturelle du problème sur ces processus qui ressemblent très bien à Galton-Watson dans toute la partie croissance exponentielle. Pas d'interaction, pas de mortalité par compétition, elles ont à manger au début les petites cellules. Tout va bien, ça marche d'ailleurs très très bien. On sait faire un certain nombre de maths dessus. Et notamment, on sait regarder des fonctions de la trajectoire qui sont les plus sensibles possibles aux paramètres de variance de la loi de reproduction. Et comme ça, on gagne un peu sur cette pêche en rendant le plus sensible possible la quantité qu'on regarde au problème qu'on essaye de localiser. Et donc ça permet en gros de dire que la variance, plutôt que de dire « cherchez vos clés », en gros, ils savaient qu'elles étaient en France, on réduit à l'Île-de-France. Moi, je viens d'Île-de-France. On réduit à la banlieue lyonnaise et on aimerait la localiser vers Villeurbanne. Ils aimeraient qu'on soit encore un peu plus précis, donc on n'a pas tout à fait fini. Mais dans l'estimation du paramètre, on a réduit violemment la fourchette dans laquelle la variance doit se trouver. On espère, le mieux, ce serait de gagner encore un cran pour différentes questions que je ne maîtrise pas complètement, donc je ne vais pas vous en parler. Mais ils veulent qu'on aille encore un cran plus loin. Dernier point, c'est une collaboration avec des médecins. C'est encore un autre type de question. Eux, ils s'intéressent à l'hématopoïèse et à un autre type d'interaction. Ce qui est assez bizarre pour moi, matheux, c'est que le problème d'avant, je termine là-dessus, ils ont ce problème-là pour l'instant parce qu'ils ont cette technologie de microfluidie. On peut avoir un coup de fil dans un mois disant « bon, en fait, tel labo a mis en place cette méthode révolutionnaire pour estimer les temps de division de cellules et tout. Terminé, le problème. Non, c'est bon, on a un autre moyen de faire, maintenant c'est une autre question qui apparaît et terminé. » Donc ça peut arriver. Aussi autre chose, parce qu'on est à l'ère du big data, le problème c'est pas big ou pas big. Le problème c'est qu'on a des informations, mais on veut en extraire quelque chose qui nous pose une vraie difficulté. C'est pas d'avoir beaucoup ou peu de données, c'est de savoir extraire ce qui nous intéresse des données disponibles. Tout ça pour dire que si vous entendez beaucoup parler de big data, c'est très bien, mais il y a aussi beaucoup de problèmes avec data. Et la compréhension des modèles, c'est plutôt ce qui nous fait défaut que la profusion des données disponibles sur le sujet. Alors, c'est quoi leur question sur alors, peut-être d'abord que je décris ce que c'est que l'hématopoïèse. Je ne savais pas ce que c'était avant. Je savais juste que ça avait un rapport avec la fabrication des cellules de sang. Mais en gros, vous partez de la moelle épinière, vous avez des cellules souches qui génèrent un peu toutes les cellules du sang. Vous avez ici des spécialistes, alors qui sont sur d'autres questions, comme Thomas, de ce genre de problème. Nous, on a certaines questions dont je vais vous parler. Et donc, la cellule souche est totipotente, je ne sais plus comment on dit, elle peut tout fabriquer, et elle va se différencier par étapes successives et fabriquer les différentes cellules du sang à travers donc, des étapes de différenciation successive, mais pas que. En même temps qu'elle se différencie, elle se divise. Vous avez un double mécanisme d'un point de vue des maths qui sont derrière et des processus qui sont derrière. La reproduction, et on va passer de quelques milliers à quelques milliards à la fin dans les globules rouges de l'organisme. Donc ces effets de reproduction ne sont pas du tout négligeables sur les échelles qui sont derrière. Et puis, comme un petit peu on avait avec Darwin, la variabilité, là, ce n'est pas une variabilité dans tous les sens, c'est une différenciation successive vers des cellules de plus en plus spécialisées. Mais pour un matheux, c'est un peu le même genre de problème que le genre de choses qui... Enfin, c'est des maths, un peu dans l'esprit dont je vous ai parlé avant, avec des individus, des caractéristiques, des transmissions, de l'aléa et des questions.
Alors, leur gros problème, on peut comprendre pourquoi, c'est de guérir des maladies qui sont importantes et qu'on sait de mieux en mieux soigner, mais sur lesquelles il reste beaucoup de choses à comprendre et à améliorer. Et puis, ils ont des questions, notamment sur la leucémie. Pourquoi est-ce si âge-dépendant? Pourquoi est-ce que le pic est si serré au niveau d'un certain âge? On ne comprend pas bien les mécanismes qui localisent aussi fortement le pic d'arrivée de la maladie pour un individu donné. Pourquoi est-ce que quand on rechute, c'est avec grande probabilité juste après le traitement, ou on peut imaginer qu'ensuite la probabilité est fixe et petite de rechuter? Une question de fond aussi qu'ils ont, c'est à quel moment, si la leucémie est liée à une mutation, donc il y a en particulier une mutation qui les intéresse, qui a un petit nom qui s'appelle JAK2, qui serait responsable de la maladie qui les occupe, elle a dû apparaître quelque part. Quand est-ce qu'elle est apparue? En quoi le moment d'apparition a un lien sur la taille et le moment d'apparition de la maladie ensuite pour l'individu? C'est le genre de questions qui les occupe. Alors nous, c'est un gros terrain de jeu tout d'un coup qui arrive parce qu'il y a des éléments dans ces mécanismes-là de type processus, arbre, branchement dont j'ai parlé. Je vais vous refaire un dessin qui nous parle. Et puis il y a un certain nombre de difficultés et de mathématiques qui émergent. Et donc là, ce qui est évidemment intéressant, c'est que d'un côté, on peut espérer, je vais vous donner le genre d'exemple d'éléments intéressants qu'on peut leur apporter. Et puis dans l'autre sens, ils nous apportent des modèles qu'on n'a pas explorés dans ces échelles-là, dans ces régimes-là. Et en particulier, le fait que ça passe comme ça de populations de taille moyenne, on va dire, à des populations très grandes. Je vous ai parlé avant qu'il y avait des tendances dans les grandes populations qui sont déterministes. On les approche assez bien par des systèmes prédictibles. Là, on est dans un système un peu bâtard, où à la fin, il y a vraiment beaucoup de monde. Dans les premières étapes, pas tant que ça. Or, une fluctuation dans ces premières étapes, comme ça se propage multiplicativement, elle est énormément amplifiée. Et elle fabrique des fluctuations gaussiennes dont je vous ai parlé, mais beaucoup plus grandes. Et du coup, dans les observés, dans les modèles qu'on voit, on a un mélange entre les fluctuations dont je vous ai parlé au départ sur les naissances et morts, les petites fluctuations qui seraient relativement sympathiques, mais on a aussi des fluctuations beaucoup plus grandes qui viennent des étages du dessous et qui se mélangent. Et comprendre un peu les processus qu'on voit, c'est d'un point de vue mathématique un jeu auquel on n'a pas de théorème standard qui s'applique et qui nous intéresse beaucoup. Or, ce n'est pas gratuit. Parce que dans ces mécanismes-là, de grosses fluctuations, c'est du gros terrain vide pour un envahisseur mutant cancérigène. Les grosses fluctuations, c'est des gros effets sur la régulation. La régulation, c'est un des artisans de l'émergence du cancer. Comprendre toutes ces choses-là, ce n'est pas anodine par rapport au problème d'entrée, qui est de comprendre les conditions qui font que le cancer va émerger. Alors le genre d'objet, si on le trace, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avant. Il y a un petit peu de continu, parce que là, on s'est placé dans une modélisation continue. Ça pourrait ressembler à du Galton-Watson, mais tous les individus ne sont pas les mêmes. On commence avec des lords noirs, qui donnent des lords éventuellement différenciés, qui se redifférencient, etc. Le propre de la différenciation cellulaire, même si juste avant, en discutant avec Thomas, il m'a dit qu'il y avait quand même des situations où ça ne se passait pas exactement comme ça, en tout cas dans le cadre général sur lequel on a commencé, le propre de la différenciation, c'est que une couleur va donner une autre couleur, mais le sens retour ne sera pas possible. Pas de cycle. C'est une différenciation successive, mais ça nous crée une typologie d'individus et on va vouloir comprendre le système amplification-fluctuation qui est associé à ça, et surtout on va vouloir comprendre, c'est l'étape qui arrive, qu'est-ce qui se passe quand un mutant arrive là-dedans. Et là, et c'était une raison pour laquelle les médecins ont contacté Sylvie Ménard, qui est une des spécialistes au niveau stochastique des modèles d'invasion en écologie. Le mutant qui est présent, la cellule cancéreuse avec un avantage démographique, ressemble fortement au niveau dynamique à un mutant qui arrive et qui a un avantage sur la population résidente. Les dynamiques qui opèrent à ce niveau-là, dans un milieu avec des ressources limitées, avec des systèmes de régulation, a un certain nombre de points communs. Alors, aussi, c'est tout le charme pour nous, beaucoup de différences, notamment ces effets d'amplification. Un certain nombre de points communs avec un envahisseur au niveau écologique dans un modèle darwinien. Alors, nous, ça nous pose un certain nombre de ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut commencer à apporter aux médecins? Alors, on n'a a priori pas encore répondu aux premières questions.
Mais de façon, et ça c'est souvent un peu en recherche comme ça, on est poussé par une question, on essaye pour ça de comprendre un certain nombre de choses, et eux, ils ont déjà un premier résultat qui les intéresse beaucoup, qui n'était pas finalement leur problème de départ. En gros, en modélisant, et avec les données qu'ils nous ont dit, on leur a dit, mais attendez, les régulations que vous nous suggérez, qui ont lieu sur les états juste précédents au niveau différenciation, ne sont pas en mesure, d'un point de vue des modèles, d'expliquer les vitesses de régulation que vous voulez. Donc il y a un problème. Soit le modèle est faux, soit le modèle dont on parle n'est pas adapté, soit les vitesses de régulation dont vous nous parlez, de retour à l'équilibre au niveau hématopoïétique du nombre de globules rouges, ne sont pas les bonnes, vous êtes trompé, soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On n'est pas capable de décrire les systèmes dont vous nous parlez. Ils ont regardé les deux. Nous, on leur a dit, par contre, on sait le faire si on régule beaucoup plus haut, ça va beaucoup plus vite, avec un mécanisme différenciation-amplification. Et effectivement, ils ont fait des expériences, ils ont lancé des protocoles expérimentaux, ils ont dit, en fait, ça régule beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. Donc eux, ils disent, on oublie un peu pour l'instant la question du cancer, on va écrire un papier de biologie. En fait, la régulation a lieu au niveau cellules souches de manière hyper violente. Ce n'est pas du tout ce que les autres articles prédisent, il faut qu'on écrive là-dessus, et puis on reprendra la question d'émergence du cancer après. Voilà, et alors j'ai envie de terminer par quelque chose qui pourrait être une anecdote. Mais ça, c'est aussi un peu le charme des maths. Alors je vous ai aussi mis c'est un exemple du genre de choses qu'on peut faire entre les probas et le vivant, mais il y en a plein. On travaillait sur ces questions de différenciation, régulation au niveau hématopoïétique. Puis j'étais à une conférence au printemps dernier où quelqu'un travaillait sur l'introduction de l'ours des Pyrénées. Et en fait, c'était à peu près le même genre de modèle au niveau mathématique. Alors pourquoi? Alors ça, c'est aussi un petit peu le charme des maths. C'est qu'assez naturellement, avec certaines structures mathématiques, avec des opérateurs linéaires ou autre chose, vous allez pouvoir vous intéresser à des questions qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Elles sont très naturellement réunies par la même structure de compréhension mathématique, mais il n'y a pas de lien clair pour l'instant qui a été montré en bio entre l'hématopoïèse et l'introduction de l'ours des Pyrénées. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le genre de question qui se pose, c'est est-ce que c'est pertinent d'introduire, c'est comme ça que je résume l'exposé que j'ai compris. Donc c'est les travaux de Bertrand Chloé et collaborateurs. Le genre de question qui se pose, c'est est-ce que la façon dont on introduit l'ours des Pyrénées est une façon pertinente? Et par exemple, est-ce qu'en introduire 2 fois plus ou 4 fois plus, c'est quelque chose qui améliorerait grandement les chances de succès de l'introduction de l'ours des Pyrénées? Voilà, ça a un coût d'introduire des ours, pour différentes raisons. Est-ce que augmenter ce coût, ça vaut le coup d'un point de vue du projet européen de réintroduction de l'ours? Bon, on peut avoir son avis, mais on peut faire un peu des maths simples pour ça. Bonne nouvelle, l'ours des Pyrénées intéresse beaucoup de gens, il est suivi en permanence. Il y a des photos, même plus des photos, des films vidéo, vous pouvez taper a priori, je crois que je l'ai jamais fait, mais sur YouTube, ours des Pyrénées vidéo, vous allez voir des ours en train de vivre dans les Pyrénées, se gratter sur les arbres, etc. La totale, ils sont suivis en permanence et donc, conséquence, on a une information complète sur la généalogie de l'ours des Pyrénées. Alors, je ne me rappelle déjà plus comment s'appelle le premier, mais enfin ça, c'est l'arbre généalogique complet des ours introduits dans les Pyrénées. Donc on peut faire des stats, se demander un peu comment ça se passe et si en introduire plus, ce serait pertinent. On sait vraiment tout, on sait qui couche avec qui de façon précise et donc l'arbre généalogique précis de qui vient de qui précisément. Alors, le genre de choses qu'on peut avoir envie de faire, c'est qu'on peut imaginer que l'ours n'a pas trop de prédateurs, qu'on a encore un modèle de type Galton-Watson, de type lord anglais, donc le lord maintenant devient l'ours des Pyrénées, qui a des enfants. Un élément qui est un peu sensible avec les données qu'on a, que je n'avais pas pris en compte pour le lord anglais, c'est que la reproductibilité, la fécondité, le fait qu'un ours donné va avoir des enfants ou non à un moment donné, est fortement lié à son âge. Sa mortalité et sa fécondité vont être liées à son âge. Trop jeune, il est plus effectivement soumis à la mortalité liée aux prédateurs, et puis trop jeune, il ne va pas être capable d'avoir des enfants. Trop vieux, évidemment, sa mortalité augmente pour des questions d'âge, et c'est les âges intermédiaires qui vont faire des enfants. Bref, ce que j'essaie de raconter, c'est qu'il y avait différentes boules de couleurs dans l'hématopoïèse suivant la différenciation, sans cycle, sans retour dans cette boucle, c'est presque la même chose là. Les couleurs, c'est les âges. Plus on vieillit, plus on va vers, je ne sais pas ce que c'était tout à l'heure, vers le violet.
Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose si on chipote, c'est qu'il y a une boucle. Quand vous faites un enfant dans le système de reproduction, vous refabriquez de l'âge 0. Donc, en gros, c'est le même système qu'avant. Des boules de couleur donnent des boules de couleur de plus en plus foncées avec l'âge, sauf la couleur initiale qui réapparaît au moment de la reproduction. Mais c'est d'un point de vue de la structure mathématique des objets relativement proches. Par contre, il n'a pas du tout regardé les mêmes questions. Il n'y a pas du tout ces problèmes de mélange et d'amplification d'échelle, etc. Mais le genre de questions qu'ils ont regardé, c'est si votre problème, c'est le nombre initial d'individus, je vais regarder quelle est la dépendance du temps moyen de survie par rapport au nombre initial d'individus. Et là, on va regarder dans quel régime on est. On fait des estimations sur avoir une idée des paramètres du système. Eh bien, je vous dis que dans ce régime-là, la dépendance du temps de survie de la population par rapport au nombre initial d'individus, c'est en log n. Alors, si vous faites des maths, log n, en gros, c'est le truc qui va le moins vite vers l'infini. Si vous ne vous autorisez pas log n ou log n, si votre banquier vous dit que ce que ça va vous générer, c'est quelque chose qui est en log n, il faut partir. C'est vraiment un truc qui va en dessous de n'importe quel polynôme, ça va très très doucement vers l'infini. Si on multiplie par 100, log 200 n, ça fait log 200 plus log de n. Log 200, c'est pas beaucoup. Or, les coûts explosent, mais on ne gagne pas grand-chose en temps. Résultat, et là, vous avez besoin d'un certain nombre de maths, parce que inférer sur un arbre comme ça les paramètres, puis ensuite prédire ce que ça impacte sur les temps d'extinction, il faut un petit peu de maths. Voilà, donc ça, c'est leur travail. Mais d'un point de vue de la structure, on se retrouve sur des objets, c'est aussi pour ça qu'on se croise dans les conférences, qui nous intéressent tous. Voilà, donc ça, c'est un petit échantillon de leur papier où on voit la structuration vers la droite et puis un retour vers les juvéniles. Et puis, voilà, je termine par un petit coup de pub, notamment pour des colos de maths à destination de lycéens et pour un journal libre d'ateliers mathématiques en ligne qui sont faites par une association qui s'appelle Pastel. Voilà, merci pour votre attention. Oui. Alors, attends, double micro. Ouais, j'avais pas trop compris ce que c'était ces histoires de régulation dans le système de... Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, le système dont j'ai parlé, qui fabrique avec différenciation successive, il est stable. C'est-à-dire qu'il va aller un peu comme tout à l'heure vers un équilibre pour les globules rouges, qui est le bon pour l'organisme. Si on le perturbe, il va revenir vers cet équilibre. Sans aucune forme de régulation dans le système. Juste, finalement, la différenciation, c'est un mécanisme, tant que je ne mets pas de régulation, c'est un mécanisme de piscines qui se vident successivement les unes dans les autres, et les piscines deviennent de plus en plus grandes. Si à un moment, je retire de l'eau dans ma piscine, il va falloir un certain temps pour que les bacs du dessus re-remplissent, mais ça va revenir. Or, ça revient beaucoup, beaucoup plus vite que ce que ce système-là, sans aucune forme de régulation, générerait comme vitesse de retour. En fait, il y a pas mal de boucles, et la plus connue, c'est l'EPO, où le nombre de globules rouges a un effet sur une cytokine, a un effet sur l'EPO, et l'EPO va dire « attention, pas assez de globules rouges, on booste ». Il y en a un certain nombre d'autres, les stem factors, Alors, nous, les deux qui nous intéressent le plus, c'est l'EPO et le stem factor, et ils vont agir en amont pour accélérer ou ralentir, pour récupérer un équilibre souhaitable pour l'organisme. Et là, en gros, le travail, c'était, nous, on l'avait inclus tel qu'il nous l'avait décrit. On dit, mais en fait, pour les vitesses que vous voulez, il faut qu'on aille au-dessus. Et là, c'était, mais non, on ne touche pas aux cellules souches. Si on touche aux cellules souches, on génère ce que vous voulez, sinon on ne l'a pas, et sinon, il faut qu'on réfléchisse autrement. Et en fait, ils se sont dit, on va regarder au niveau des cellules souches. C'est quand même bizarre, mais ça fait chuter effectivement au niveau des cellules souches. Il y a tout un mécanisme de cascade où, en gros, les compartiments du haut se vident avec la régulation. On se différencie très vite pour réenvoyer des gens au front. Problème, c'est qu'on a vidé les bacs du dessus, donc il faut réamplifier à ce moment-là les bacs pour se reproduire, pour re-remplir, mais c'est optimal. Donc là, avec les modèles, on gagne deux éclairages. Premier, revoyez vos boucles, il faudrait remonter, ou alors on change les vitesses que vous nous donnez, sinon on ne sait pas faire. Deuxième, en fait, probablement que l'organisme, ça peut être assez souvent ça, on ne sait pas faire mieux que ce que l'organisme a l'air de faire en termes de boucles.
tout cas, pour l'instant, on n'a rien proposé, même en disant, tiens, on va autoriser ça, on n'a pas forcément d'idée pour faire mieux que ce que l'organisme fait. C'est quoi l'origine de la baisse soudaine de population d'un temps exponentiel que vous avez fait? Alors, ouais, j'aurais pas dû faire ce dessin-là. Vous avez raison. En gros, là, c'est quand tout le monde tire pile. Mais, bon, en vrai, il faudrait que j'efface tout pour pouvoir le retracer. En vrai, c'est quand tout le monde tire pile. En pratique, à un moment, plutôt que la moitié, c'est les 3/4 qui vont tirer pile. Les 4/5. Simplement, c'est le jour où tout le monde tire pile que la population est morte. Donc en vrai, si vous simulez, ce que vous allez voir, j'aurais dû faire ce meilleur dessin, c'est effectivement ça, ce que vous voyez si vous simulez pas longtemps. Et puis, c'est des choses comme ça. Et à un moment, ça touche 0. Et chaque temps de première pic d'une certaine hauteur, bah, c'est en gros relié à la version fonctionnelle de quand est-ce que je finis par faire 3/4 de pile, 4/5 de pile, tout pile, enfin pile partout. Et le dernier temps, il a un impact spécial au niveau de la biologie parce que ceux d'avant, vous les récupérez dans le système, c'est pas très grave. La plupart du temps, vous le décrivez bien, votre truc. Pour le deuxième, c'est une conclusion inverse. Eux, ils vont dire « Ah oui, mon système survit. Il fait ça. » Nous, on dit « Il survit quand ?» Il survit en temps long. Non, il s'éteint en temps long. Il faut savoir dans quelles échelles on est. Alors, je ne prétends pas que tout n'est pas un lien d'échelle. Il y a un grand nombre d'individus, il y a un grand temps. Peut-être que votre prévision, si vous vous arrêtez dans pas trop longtemps, avec votre grand nombre d'individus, elle est juste. Mais si vous allez sur des grands temps bien plus grands, à des échelles exponentielles que votre nombre d'individus, on change. Ça dépend du problème que vous regardez. Si vos tailles sont petites ou que vos temps sont trop longs, on commence à avoir d'autres choses que ce que vos simulations montrent. Mais on comprend bien, on sait classifier, on sait d'où ça vient, on sait même le quantifier avant de lancer les expériences. Et là, vous vous rendez compte que les maths, ça devient intéressant, je trouve, parce que l'ordinateur, il n'a pas envie d'aller à exponentielle 3n avec n grand. Les maths peuvent le faire en quelques minutes. Et ma question, c'est ça, c'est d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que d'un coup... Ah, c'est pas d'un coup. C'est que des fois, pas mal d'individus vont mourir, ça va créer des pics vers le bas, un nombre anormal. En gros, le régime de croisière, c'est que si vous avez du pile ou face, c'est un demi de pile, un demi de face. Mais de temps en temps, vous avez des choses atypiques. 2/3 de pile. 2/3 de pile, si les piles, c'est la mortalité, ça vous fait une crevasse. 3/4 de pile. Mais si à un moment, vous tapez tout le monde pile, c'est ça. Donc vous allez avoir un spectre de chute. Et la chute qui vous fait toucher 0, elle a un rôle spécial. Ça reviendrait à un système, je vais peut-être faire une comparaison qui est douteuse, enfin qui est pas bonne à un certain niveau, mais qui reviendrait à un système où on jouerait à pile ou face, mais on déciderait d'arrêter le jeu le jour où tout le monde tire pile. On pourrait voir des choses relativement surprenantes, donc on relance à chaque fois l'expérience pour tout le monde. On va voir à des moments 3/4 de pile. On peut même quantifier le temps exponentiel que ça va prendre. Je n'ai pas envie qu'on attende jusque-là, mais on le verrait. Si à un moment on dit tout le monde a tiré pile, on arrête, on sort. Mais là, tout le monde pile, moralement, d'un point de vue du système, c'est tout le monde meurt. Donc il n'y a plus personne. Encore des questions? Sur la partie de la diffusion du pathogène, Oui. dans les cellules du gâteau Watson, j'ai pas bien compris comment vous différenciez, enfin, quand vous disiez qu'on obtenait différentes zones, Oui. la valeur de M et P, Oui. qu'est-ce qui différenciait les zones, à quoi elles correspondaient, et Alors, enfin, pourquoi pourquoi il y a des ruptures? Qu'est-ce que représentent les ruptures? Alors les ruptures représentent, donc je peux en dire un mot de plus, ça représente un petit peu la même chose qu'avec ça. Extinction, prolifération. C'est pas le même régime. Il y a vraiment qualitativement le pathogène qui est régulé, le pathogène non régulé. Les paramètres qui émergent, ils sont assez naturels. Ce qui est surprenant pour moi, ce que je ne sais pas raconter même en plusieurs heures, c'est cette zone. Mais les abscisses et les ordonnées, ils sont relativement naturels. C'est M fois P. M, c'est le nombre de moyens de pathogènes pour un pathogène. Tout confondu, sur une génération. C'est le Galton-Watson, c'est le nombre moyen d'enfants pour le lord anglais, c'est le lord et le pathogène. Combien est-ce qu'il fabrique de pathogènes sur une génération? Ça, c'est M. Ensuite, l'idée, c'est que si je prends le paramètre en moyenne, je vais en envoyer
en moyenne P d'un côté, 1 moins P de l'autre. La zone qui est là, elle se comprend vite. C'est que si vous suivez une lignée cellulaire, vous allez faire des fois P, des fois MP, des fois 1 moins P. Et moralement, autant de fois. Vous choisissez des fois à gauche, des fois à droite. Donc quelque part, ce qui va sortir, c'est quelque chose comme ça. Enfin, en l'occurrence, je devrais même l'écrire dans le sens naturel. C'est des fois MP, des fois 1 moins MP, c'est-à-dire exactement ce que j'ai noté M0 et M1. Donc le Galton-Watson qui suit ce qui se passe dans une lignée typique, il se passe comme ça en moyenne. Et c'est pour ça que cette courbe apparaît. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, et j'aurais dû, l'objet qui suit une lignée typique, qui vous explique cette courbe et qui vous explique de façon beaucoup plus compliquée celle-là, ce n'est pas un Galton-Watson. C'est un Galton-Watson en environnement aléatoire en ce sens-là. Pour comprendre ce qui se passe dans une lignée ici, l'objet qui apparaît, il n'est pas très compliqué, mais c'est lui. Mes fleurs, c'est mes pathogènes. Le mécanisme environnemental, c'est la division cellulaire. Soleil, première cellule fille, P. Pluie, deuxième cellule fille, 1 moins P. Bon, neige, ça correspond à rien, il faut l'oublier. Soleil, mon pathogène se reproduit, il fabrique un certain nombre d'enfants. Soleil, je sélectionne la première cellule fille, j'en garde qu'un certain nombre. Ceux qui vont dans la première cellule fille. Mon pathogène se reproduit, pluie, je garde la deuxième cellule fille, je sélectionne que ceux qui sont dans la deuxième, peut-être moins chargés. Ça correspond à la pluie, il y a moins d'individus. Le pathogène dans une lignée cellulaire, et c'est lui qui est en train de se battre pour essayer d'envahir. Il est dans un mécanisme d'environnement aléatoire. Il se reproduit comme un Galton-Watson, mais il est soumis au mécanisme exogène de la division, qui va influencer la façon dont il est transmis. Et il est exactement décrit par celui-là. On connaît les conditions de survie de ce processus. Survie du pathogène, c'est l'invasion du système. C'est là le critère. Mais on connaît aussi la vitesse d'extinction. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à deviner, mais c'est donné par cette courbe. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau qualitatif? Là, des pathogènes partout. Là, un nombre négligeable de cellules infectées. Mais ici, non négligeable, mais beaucoup, drastiquement moins dans cette zone-là. Il y a un changement qualitatif, une transition de phase, on appelle, où il y en a violemment moins dès qu'on dépasse ce seuil anthropique d'asymétrie. Et d'un point de vue échantillonnage, ça, on peut l'expliquer aux biologistes. On peut leur dire, il ne va pas se passer la même chose dans tes cellules qui sont saines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, les cellules échantillonnées qui sont infectées, il y en a relativement peu. La raison pour laquelle elles sont infectées, c'est que, en gros, c'est essentiellement lié à une composante démographique du pathogène. Il a suffisamment fait d'enfants dans cette lignée pour survivre. Ici, c'est différent. Il y a eu assez de divisions asymétriques pour faire des cellules poubelles. Mais il y a un changement drastique. On ne les voit quasiment pas dans la première zone et on les voit en grand nombre dans l'autre. C'est relié à l'échelle qui est liée aux cellules, aux 2 puissance n, et il y a un moment où le match change. Mais le match est non explicite. Le nombre de cellules infectées dans cette zone-là, je peux vous le donner, c'est donné au nombre de pathogènes tout seul, nombre de pathogènes qu'il existe. Le nombre de pathogènes ici, je peux vous dire qu'il est solution d'un problème implicite, je ne pourrais pas vous dire combien il y en a. Les maths donnent juste une solution, ils vous disent votre nombre de pathogènes, il est solution de ce truc. Mais ils ne vous disent pas qui c'est. Une dernière question? Juste en termes d'interaction avec les biologistes, j'ai l'impression, je vois pas mal d'endroits où ça va dans les deux sens, où ils te posent des questions, puis tu arrives à leur dire des choses aussi. Ce qui m'interpelle, c'est pour l'extinction en un temps exponentiel. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels ça intéresse les biologistes, ou est-ce qu'ils se disent que de toute façon, en temps exponentiel, c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'ils regardent? Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça, mais oui, à plusieurs niveaux. Première chose, 2 échelles où ça peut devenir naturel. Les systèmes évolutifs, vous laissez courir suffisamment longtemps, vous voyez au bout de très longtemps des espèces s'éteindre. Est-ce que ce n'est pas ce film-là? C'est une question, je n'ai pas de réponse absolue. Mais les espèces qui sont là pendant très très longtemps et qui finissent par s'éteindre, est-ce que c'est des... Ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, il y a à un moment quelque chose qui se produit en cours de route qui vient un peu perturber cette dynamique.
Mais cette composante-là, elle est intrinsèque. Elle explique une partie des extinctions de long terme qui est, en gros, pas de bol. En vrai, la plupart des systèmes vont être perturbés avant, probablement, par autre chose que ce pas de bol. Mais quand même, ils portent en eux, si on les laisse évoluer même en changeant les transitions, des moments où ça se produira. Donc oui, ça va intervenir dans certaines échelles, y compris si en fait la biologie probablement qui va nous intéresser si on regarde les grandes échelles évolutives va elle-même bouger en cours de route. Mais ce coup de tirer à pile ou face et de taper que pile, ils y seront. Par exemple, vous ne gagnerez pas à l'auto si vous jouez toute votre vie, mais si vous dites à vos enfants de le faire, puis à vos enfants de le faire, puis à vos enfants de le faire, il y en a un qui va le faire, qui va gagner. Et essentiellement, c'est ce qui va se passer. Même si c'est plus vous, ça va être dans le système comme explication de l'extinction. Deuxième chose, sur la division cellulaire, une autre raison pour laquelle ces événements atypiques arrivent, c'est pas qu'on regarde pendant 2 puissance n temps, c'est qu'à 2 puissance n cellules. La raison pour laquelle l'infection est violente là-dedans, tous ces problèmes-là sont d'une façon ou d'une autre un peu connectés. Ou là, c'est que c'est rare dans ces régimes-là pour l'infection de survivre dans une lignée, mais il y a 2 puissance n lignées au bout de n générations. Il y en a énormément, il y en a qui le font. Et on les compte, et elles sont en grand nombre. Exponentiellement petit fois 2 puissance n, ça peut être exponentiellement grand. Donc on le voit à haute dose. Donc on le voit tout le temps. Donc voilà, grandes échelles de temps, même s'il faudrait améliorer le modèle pour être probablement plus pertinent. Des temps évolutifs, ça va arriver. Et grand nombre d'essais, on les voit même, et on les observe dans ces systèmes sur des échelles de temps relativement courtes. Et ils changent la donne, ils ne sont pas anecdotiques. Oui. Donc ce modèle, c'est ce qui m'intéressait le plus, cette affaire de simulation. Alors d'abord, c'est quoi votre générateur de nombres aléatoires? Parce que si on va à 1 puissance 3n, vous lui faites confiance? Quelque chose je fais confiance, alors je ne devrais pas, mais je fais confiance à mon ordinateur. Mais je fais toujours des maths à un moment après. Oui. Et ensuite, il y a le problème philosophique, c'est que le E égale 1, il n'existe pas. Le E égale 1. L'espérance de survie d'une espèce, c'est 0,90. Alors, très bonne remarque. Ou 1,001, mais c'est jamais 1. Le 1 parfait, a priori, n'existe pas. Ce qui est intéressant avec ces modèles-là, bon, on pourrait parler pas mal du fait qu'en fait, la nature tente à souvent rapprocher les systèmes de systèmes critiques, donc du 1, donc le 1 est important. Mais ce serait vaseux, probablement. En tout cas, je ne serais pas capable de vous faire un truc convaincant sans le regretter. Par contre, un système qui a ça en lui, le problème de convergence dominée, c'est lui. Lui, toute cette gamme de paramètres, il y a une convergence dominée qui ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas sûr que je vais savoir expliquer ça vite, mais en gros, dans cette zone-là, le comportement moyen va pouvoir exploser, mais le processus va s'éteindre. Et ce n'est pas une zone bordure, hein, c'est tout ça. Donc on est dedans, j'ai envie de dire, parce que finalement votre problème c'est la nature va choisir au hasard avec probabilité 0, elle va tomber sur le cas critique. Est-ce que c'est une façon de réhabiller votre question? Moi je dis, soit elle explose, soit la population explose, soit elle meurt. Elle ne peut pas rester sur cette... Alors finalement là on est d'accord, dans le cas critique elle finit par s'éteindre. Soit oui. En tout cas, je partage le point de vue sur est-ce que la nature génère du suffisamment critique. Finalement, on s'en fout parce que le modèle approche, donc de toute façon on ne va pas tomber exactement au même endroit. Donc on peut remettre en question. L'autre exemple... C'est la vitesse à laquelle elle s'éteint quand on se rapproche de cas, vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir accès aux vitesses aussi d'extinction. Voilà, c'est ça, c'est pas le fait que ce soit en exponentielle de cas... ça c'est important. C'est à quelle vitesse ça se rapproche de l'exponentielle de cas, enfin de 3n comme vous avez dit, de 3k, quand l'espérance tend vers 1. Voilà. Parce que c'est ça qui intéresse le physicien, c'est pour ça qu'on s'intéresse. Alors ça on peut aussi. Voilà. Sur les structures, en gros, où il n'y a pas de linéarité, de non-linéarité comme je l'ai mis ici, on peut pas développer à s'approcher du cas critique et encore récupérer les questions d'extinction et de temps d'extinction. Et pour la biologie, il y a les crocodiles. Il faut beaucoup rire les élèves quand on en parle. Le modèle pour les crocodiles, c'est que justement, quand la population commence à s'éteindre, la fertilité augmente parce que c'est un modèle où justement il y a un seul homme pour beaucoup de femmes et donc il y a plus d'enfants parce que quand les crocodiles couvent leurs œufs, quand les œufs sont couvés près du fleuve, il y a des chances que ce soit des femelles.
Et donc, Ah ben je ne connais pas, mais je suis preneur donc c'est pour ça, moi, de situations comme ça. les derniers bouquins de science-fiction que j'ai lus, c'est que je recommande Et à tout le sinon, pour rebondir là-dessus, il y a des effets monde qui s'accroche. positifs à la densité dépendance, des effets Ali et compagnie. Oui. Où, alors les effets Ali vont jouer éventuellement dans l'autre sens, mais il peut y avoir des effets positifs aux petites populations hors de question d'aspect de ressources. Ensuite, il peut y avoir des effets négatifs en lien avec un effet contraire type effet Ali. Donc j'ai l'impression que la nature fabrique un peu tout. Je vous propose de terminer là-dessus. Un grand tonnerre d'applaudissements pour notre conférencier.